cette transition par rapport à la présentation auparavant, comme vous disiez qu'il fallait la recherche est longue. Alors moi, c'est de la recherche plus en laboratoire. Je suis virologue au CHU d'Amiens, maître de conférence. Donc c'est un projet qui a été accepté en fin d'année dernière. Et comme vous le savez, pour le corona, il faut tout faire en courant si on veut avoir l'espoir de valoriser son travail. Donc là, on essaye d'aller très vite. Bon, pour l'instant, je vais vous présenter des résultats préliminaires. Je ne peux pas tout vous présenter également parce que c'est pas publié, comme vous le savez. Et puis, il y a certaines choses qu'on ne peut pas analyser en intermédiaire parce il faut pas mal faut la totalité des résultats. Donc le projet, c'est facilitation dépendante des anticorps les formes critiques du Covid. C'était une question qui se posait alors un peu avant les vaccins, quand on avait soumis le projet. C'était quand il y avait donc les premières données sur les réponses immunitaires. Alors en introduction, comme vous le savez, pour les coronas, c'est une famille qui est découverte depuis pas mal de temps. Il y avait avant le corona 6 espèces de coronavirus connues pour entraîner des pathologies chez l'humain. Donc 4 coronavirus qu'on peut appeler saisonniers. Alors là, il y a une erreur, c'est pas 220, c'est 229E. Donc le 229E, l'OC43, NL63 et HKU1. Donc, ce sont des coronas qu'on retrouve chaque année avec des petites épidémies plus ou moins importantes chez les patients de différents âges. Donc, ça, ce sont les 4 coronavirus saisonniers. Et à côté de ça, donc, il y a eu 2 coronavirus émergents. Donc, le SRAS-1 en 2003, en Chine principalement, donc, qui a un peu disséminé dans le monde entier, mais pour lequel il n'y a pas eu il y a pas eu une pandémie comme on l'a connu avec le SARS-2. Ensuite, le deuxième émergent qu'il y a eu, donc c'était au début des années 2000, le MERS-CoV, donc dans la péninsule d'Arabie Saoudite. Alors, il y a encore des cas épisodiques de MERS, mais il n'a pas disparu. Et puis bah, là, je ne vais pas vous faire la description du SARS-CoV-2. Là, tout le monde a entendu parler. Donc, avec une identité génétique de 80% avec le SARS-1. Alors, l'identité la plus proche est du SARS-2, parce que vous savez que c'est un débat sur l'origine du virus. La plus proche, c'est avec un virus isolé chez la chauve-souris en 2014, le RATG. Mais là où il y a des données toutes récentes de l'Institut Pasteur sur des chauves-souris au Laos, la semaine dernière, qui serait la souche la plus proche du SARS-2. Alors, pour les histoires d'introduction des coronavirus, au bout d'un moment, ils ont été introduits à partir quasiment tout le temps de la chauve-souris. Donc les 6 SARS évoqués auparavant avant le SARS-2. Il y avait toujours un autre intermédiaire identifié. Pour le SARS-1, donc par exemple la civette, suite aux élevages de fourrure en Chine notamment. Alors pour le SARS-2, on n'a pas d'autres intermédiaires pour l'instant identifiés. Ce qui laisse planer le doute, tant qu'on n'a pas sur une origine de laboratoire ou pas, tant que cet intermédiaire fiable n'est pas découvert. Alors pour la petite histoire, l'OC43 qui est un bêta-coronavirus comme le SARS-CoV-2, il y a un petit doute sur l'épidémie de grippe russe à la fin du 19e siècle, qui pourrait en fait ne pas être une épidémie de grippe, mais peut-être l'introduction de l'OC43 à cette époque dans la population humaine, donc le premier contact qui a fait énormément de ravages avec 4 vagues épidémiques pendant 4 ans quasiment, et avec énormément de décès. Ça reste à définir, mais il y a beaucoup d'hypothèses qui vont dans ce sens. Alors, l'état des connaissances. On sait qu'à peu près pour les coronas, ça c'est des données de l'an dernier sur une étude islandaise, les autres coronavirus, les 4 saisonniers, les durées de protection en moyenne après une infection naturelle est de 1 à 3 ans pour les coronavirus saisonniers. Pour le SARS-CoV-1, donc on avait pas mal de recul, persistance des anticorps neutralisants chez les personnes qui ont développé le SARS-1 et donc qui ont survécu de 2 à 14 ans, suivant les personnes. Pour le SARS-CoV-2, alors il y a des données qui viennent, mais c'est toujours compliqué sur des infections respiratoires d'avoir un terme de protection, parce qu'on est sur une infection respiratoire avec une protection soit sur les formes symptomatiques, soit sur les formes pulmonaires. Donc c'est toujours là la définition et le critère de jugement qui est compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas ou de rares deuxièmes maladies sévères ou graves décrites. Il y a des personnes qui se réinfectent, mais avec peu quand même de pathologies sévères, plus sévères en deuxième intention, même si à un moment on avait un doute. Et il y a peu d'exemples de maladies infectieuses où la deuxième maladie soit plus grave que la première en population générale. Donc, il y a une bonne réponse aussi qui est connue des militaires vis-à-vis des coronavirus, que ce soit une réponse, ce qu'on appelle muqueuse au niveau des IgA, et une réponse un peu plus systémique au niveau des IgG et des anticorps neutralisants. Donc ça, c'est ce qui est connu.
Nous, où on s'est posé la question, c'est qu'il y avait un peu un débat dans la communauté scientifique, hein, les ADE, ce qu'on appelle Antibody Dependent Enhancement, d'où le terme derrière coronade. Donc, est-ce que les anticorps non neutralisants que l'on développe suite à une infection ou potentiellement à une vaccination désormais, pourraient ou pas faciliter l'entrée du virus dans les cellulotes, hein. Je vais décrire après ce que c'est ça, ça a été décrit pour d'autres virus. Alors, pour les six corona qui étaient décrits auparavant, il a été avéré, donc il y avait cet ADE pour le SARS-1 et le MERS-CoV, hein. Donc ça a été décrit, hein. Pour les autres, ça n'a jamais été décrit, hein, cet ADE. D'où la question, est-ce que il peut y avoir un antibody dépendant élancement à des taux donc des taux suboptimaux d'anticorps, hein, c'est-à-dire quand les taux d'anticorps baissent ou sont pas assez élevés, ce qui fait qu'au lieu de protéger, ça pourrait faciliter l'infection des cellules par le virus SARS-CoV-2. Alors, l'ADE, c'est un peu deux mécanismes, hein. Le premier, tout en haut, hein, ça a été décrit pour la dengue, notamment, ce mécanisme, hein. Bah, c'est les anticorps non neutralisants suite à une première infection. En fait, ces anticorps viennent se fixer sur le virus, le neutralisent, mais par contre, ces anticorps, ils ont une partie, ce qu'on appelle la partie FC, hein, donc la petite tige du Y, qui a des récepteurs sur certaines cellules, notamment les macrophages. Et les virus qui ont un tropisme macrophage, c'est-à-dire qu'ils peuvent se répliquer au sein des macrophages, en fait, ces anticorps permettent une meilleure entrée de ces virus dans les macrophages, une réplication, et donc potentialiser l'infection. Ça a été décrit pour la dengue, hein. Donc la dengue, il y a plusieurs sérotypes. Quand on se contamine avec une première dengue, il est possible que la deuxième dengue soit plus sévère, hein, par ce mécanisme. Et après, il y a un deuxième mécanisme d'ADE décrit pour la rougeole et notamment le VRS, hein, des virus respiratoires. Cette fois-ci, donc c'est toujours des anticorps en quantité peut-être pas optimale qui viennent se fixer sur le virus, qui n'arrivent pas totalement à le neutraliser, et en fait qui permettent le recrutement de l'arbre respiratoire de cellules donc immunitaires qui vont s'activer et libérer des cellules des cytokines pro-inflammatoires et donc activer un peu cette pathologie. Donc ça, c'est un peu le mécanisme de l'ADE. Donc nous, l'objectif, hein, c'était à cette époque, hein, qu'on a eu l'idée avant l'été 2020, donc c'était en octobre ou novembre 2020, pardon. Est-ce que les anticorps produits suite à une pré-exposition aux autres coronavirus, hein, on est tous exposés au cours de sa vie, hein, aux 4 autres coronavirus, hein, bien sûr, pas les 2 autres émergents, plusieurs fois au cours de sa vie, hein, donc on développe une immunité, hein, dans l'enfance. Est-ce que cette pré-exposition aux autres coronavirus pourrait aggraver ou protéger l'infection par le SARS-CoV-2? Bien sûr, on regardait de ces deux côtés. Alors, pour répondre à cette question, on a les méthodes assez simples, hein, je vais vous expliquer. Donc, au laboratoire, on arrive à produire les protéines, hein. Donc, on a produit les protéines spike des 4 coronavirus, hein, en système d'expression, hein, donc en bactéries. On produit donc la spike de ces coronavirus particuliers. Donc, cette spike, donc, on la cote au fond de nos puits, hein, de nos plaques de culture. Ensuite, on soumet le sérum des patients. S'il y a des anticorps dirigés contre la spike d'un des coronavirus, donc ça vient se fixer, on utilise un deuxième anticorps et vous voyez, on a des réactions colorées qui apparaissent. Et sur la droite, donc on fait des dilutions pour obtenir jusqu'à quelle dilution on a un signal qui est positif. Alors, dans la première partie de la cohorte, on avait recruté des patients, donc on a une cohorte qu'on avait au CHU d'Amiens, qu'on avait fait, hein, des patients recrutés entre avril et mai 2020, classés ou non selon la présence en unité de soins intensifs, hein, donc une forme grave, pour laquelle on avait un échantillon à l'entrée, donc à l'entrée de l'hospice. Donc on relevait les symptômes cliniques, les données biologiques, et on comparait patients USI versus non USI. Hommes, femmes, âge, comorbidité, tout ça, on avait ces données. Alors là, je ne peux pas réellement vous présenter l'ensemble des données parce que donc là, on a quasiment fini les analyses, mais il y a 100 patients, 4 sérologies pour chaque patient, donc ce qui est assez lourd avec plein de dilutions, hein. Vous voyez que sur une plaque, on peut faire que 5 patients parce qu'on fait en doublon pour être sûr d'éviter la variabilité. Alors, on a des résultats. On a aussi participé avec l'Institut Pasteur à une étude un peu sur ce sujet, hein, qui a regardé également un peu ça, l'immunité humorale des autres coronavirus sur la protection. Alors en conclusion, pour faire simple, pour cette partie, même si nous on a d'autres données un peu différentes, alors c'est jamais simple justement d'analyser ces données parce que on a plus ou moins tous des anticorps qui traînent donc contre ces différents coronavirus et les associer aux formes. Et surtout, le gros inconvénient de ces études, c'est pour ça qu'il y a une deuxième partie, c'est que quand on recrute les patients à l'entrée, parce qu'ils ont une PCR positive à SARS-CoV-2,
on n'est pas sûr exactement depuis combien de temps ils ont été contaminés par SARS-CoV-2, parce qu'on peut avoir une PCR qui traîne pendant 7 à 10 jours, et potentiellement, ils ont été contaminés il y a 7 à 10 jours avant, et avec la réponse immunitaire qui s'est déjà mise en place, ils ont peut-être potentiellement aussi également activé rebooster un peu leur immunité vis-à-vis de ces coronavirus. Donc, dans une deuxième partie, on a modifié un peu la chose. On a regardé un peu dans notre base, dans notre sérotex, si on avait des patients qui avaient, pour lesquels il y avait un prélèvement auparavant, entre moins 120 et moins 10 jours avant le diagnostic par PCR SARS-CoV-2. Donc, encore une fois, c'est des patients qui sont ou pas allés en réa une fois qu'ils avaient le diagnostic de SARS-CoV-2. Donc, on a fait à peu près la même chose. On a regardé les symptômes cliniques, les données biologiques, et on a refait donc les sérologies vis-à-vis des quatre Corona. Alors cette fois-ci, pas que sur la spike, sur la nucléocapside également. On a produit, on a aussi également commandé parce que maintenant les antigènes sont disponibles pour rechercher les anticorps, alors que au tout début, ils étaient peu disponibles ou très difficiles à avoir à disposition. Donc on les produisait nous-mêmes en laboratoire. Et voilà un peu des résultats. Donc, on n'avait pas énormément de patients, mais on avait 9 patients en réa et 19 non en réa. Donc, ICU, c'est pour la réa. Et on a regardé, donc, pour cette quête Corona. Alors, le titre, là, c'est pas binding, parce que j'ai dû donner mes diapos assez rapidement, parce que je suis en train d'analyser les données. Donc, c'est tout frais. Donc, la fixation des anticorps antinucléocapsides pour ces 4 Corona qui sont mentionnés en haut, et on a regardé s'il y avait des différences entre les patients en réa ou pas. En gros, ce qui sortait à chaque fois, c'est que les patients en réa semblaient avoir des titres plus faibles, même si ça peut de patience à prendre avec des pincettes, plus faibles pour les différents Corona, à l'exception d'un Corona qui est l'OC43. Et c'est vrai que c'est assez étonnant où les patients qui étaient en réa, qui nécessitaient une réa, avaient donc le, avaient des titres d'anticorps un peu plus élevés. Bon, ça reste à confirmer, ces données préliminaires. Je vous dis, c'est une étude là toute récente où on est en train de faire tout en courant, et donc c'est jamais simple. En conclusion, ce qu'on peut dire, donc ce sont des résultats préliminaires. Il semble quand même que si on a rencontré potentiellement pas mal de fois le corona au cours de sa vie, ça semble plutôt une protection qu'une aggravation. C'est un mécanisme qui est beaucoup plus complexe. Bien sûr, il y a beaucoup de monde qui travaille maintenant désormais sur un peu ce sujet, donner de la littérature qui vont un peu plus dans ce sens. Et c'est un peu le problème en ce moment des données, même des nôtres, c'est qu'on se focalise beaucoup sur les anticorps parce que c'est un défaut, c'est beaucoup plus simple que l'immunité cellulaire. Une cellulaire qui est vraiment beaucoup plus importante pour l'immunité vis-à-vis des virus. Et on se focalise peu sur cette immunité cellulaire et la mémoire immunitaire. Aussi, une question, c'est que on se rend compte avec les coronas, c'est que il y a beaucoup beaucoup de personnes ont des anticorps vis-à-vis des autres coronavirus saisonniers, et c'est pas évident de standardiser les techniques et d'avoir un seuil protecteur. Là, on ne sait pas trop pour le corona sur une pathologie respiratoire quel seuil protecteur dans le sang permet de se dire on fait pas une forme grave. Pour l'instant, ils répondent, même s'il y a l'étude de Toulouse, mais qui est quand même largement contestable, c'est très difficile. Et puis après, la cross-protection, c'est-à-dire les réactions protection croisée qu'on a déjà fait les autres Corona, nécessite quand même des études, ce qu'on appelle en vraie vie, et ce qui nécessite là, si je reviens par rapport à la conclusion de la première étude, des études sur le long terme, des études longitudinales avec des personnes qui s'infectent, qui se réinfectent, et des études sur très longtemps et qui nécessitent beaucoup de patients. Voilà, je vous remercie.